Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 192. Et dans cette chronique, je vais développer le concept, effectivement, dans le cadre de la modernité, du fameux lumpenprolétariat. Et oui, toujours ce lumpenprolétariat. Et en l'occurrence, je ferai plusieurs volets concernant ce thème. Et là, pour ceux qui finalement nous regardent en l'espèce, comme son titre l'indique, gauche et droite du capital face à la modernité. Alors un peu d'histoire ne fera pas de mal, qui sont finalement au fond le lumpenprolétariat, pour que les gens puissent savoir de quoi parle-t-on. Alors, pour autant que je sache, Marx et Engels les voyaient comme une sous-classe de personnes qui ont un potentiel réactionnaire. Alors, aujourd'hui, on peut classifier effectivement comme classe dangereuse de Marx et Engels, ou la montée de l'idée du lumpenprolétariat qui les décrit effectivement comme suit. Bon. Je cite. Le groupe essentiellement parasitaire étant en grande partie les restes des stades les plus anciens et obsolètes du développement social, et qu'il ne pouvait normalement pas jouer un rôle progressif dans l'histoire, en effet, parce qu'il ne s'agissait que par l'intérêt social socialement ignorant. Le lumpenprolétariat était facilement soudoyé par les forces réactionnaires et pouvait être utilisé pour combattre le vrai prolétariat dans ses efforts pour mettre fin à la société bourgeoise. Sans conscience de classe claire et précise, le lumpenprolétariat ne pourrait pas jouer un rôle décisif, voire positif dans la société. Au lieu de cela, il a exploité la société à ses propres fins et a été à son tour exploité comme un outil de destruction et de réaction. Alors, on peut considérer qu'aujourd'hui, le lumpenprolétariat, c'est à la fois ce qu'on appelle la classe prolétaire ou ouvrière, ou les sans-dents, ou ceux qui finalement, au fond, n'arrivent même plus à se situer dans une conscience de classe, mais qui potentiellement font partie des statistiques des gens qui finalement ont du mal à finir leur fin de mois. Également, le lumpenprolétariat peut aussi se qualifier, et surtout aujourd'hui, bien entendu, dans l'immigration, comme on le sait, utilisé, exploité par ce qu'on appelle l'américanisation, et plus précisément ce que j'appelle, en développement du concept, le human basic américanisé. Ce que certains appelleraient effectivement l'urbanisé, ubérisé, d'une certaine forme d'aliénation récupérée au nom de concepts idéologiques par des financiers qui, eux, par contre, ont ce qu'on peut appeler la conscience réelle et, je dirais, intéressés. On le sait par exemple sur les mouvements des Black Matter Live, par exemple. On sait pertinemment que tout cela concourt à des think tanks, je dirais, de conception je dirais, monétariste à l'américaine, tout en ayant ce qu'on appelle une vision de la gauche du capital, dont on pourrait synthétiser par la présence de George Soros et plus particulièrement des démocrates américains. Bien que tout cela, bien entendu, concourt, à mon sens, à une conception qui vient d'outre-Atlantique. Bon, bref. Parlons par exemple des bolcheviks. Les figures de proue, bien entendu, de l'opposition de droite. Par exemple, Nikolai Boukharine, ils ont écrit comme étant, au niveau du lumpenprolétariat, une impuissance, un manque de discipline, une haine de l'ancien, mais impuissance à construire quelque chose de nouveau, une sorte de personnalité déclassée, individualiste, notez bien individualiste, dont les actions ne reposent que sur des caprices insensés. Alors effectivement, la société marchande dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui prône l'individualisme à outrance dans la réussite, mais également sur des caprices volontaires et insensés de vouloir vivre exactement comme finalement au fond les tenants en titre de l'oligarchie. Alors, ce ne serait pas juste, effectivement, de ne pas parler également de Vladimir Lénine, qui n'y voyait aucun potentiel révolutionnaire et pensait que finalement toute tentative de la recruter était de l'opportunisme. Alors,
non content d'entendre certains qui voudraient essayer de mêler ça à toute forme de source marxiste, communiste, anarchiste, sans finalement réellement en maîtriser les mécanismes, ou les idéologies dans leur subtilité complètement différentes, voire même opposées. Le problème est de savoir qui sont-ils exactement. Alors le terme lumpenprolétariat semble au mieux, je dirais, vague et potentiellement classiciste, je dirais, et raciste, au pire, on pourrait le qualifier aujourd'hui, puisque c'est effectivement quand on commence à expliquer que le rap, qu'une multitude de choses qui viennent des quartiers bien précis, forcément une fixation basée sur un concept, je dirais, raciste. Mais mon idée d'un lumpenprolétariat a toujours été ce que je dirais le podcast Chapeau Trap House appelait finalement au fond un échec. Alors, un jeune homme, généralement blanc, qui n'a pas trouvé sa place dans la société, et qui sautille juste d'un travail à l'autre, et d'un endroit à l'autre, vivant sur des canapés, et se livrant au confort des créatures, il tombait, je dirais, dans des idées réactionnaires, en grande partie parce qu'il est seul, ma foi, et perdu. Alors la raison pour laquelle j'utilise effectivement cela comme norme, et qui sont dépourvus de conscience de classe, rebondissent au jour le jour, sans trop se penser, je dirais, à la société dans son ensemble. Et ça, effectivement, ce fut le premier lumpenprolétariat. Rappelez-vous, ce que j'appelle, en termes de néologisme, pardonnez-moi ce terme, mais la Johnny Hallyday attitude, où effectivement, dans les années 70 ou 60, les gens parlaient des conflits entre Antoine et les élucubrations contre Johnny Hallyday, plutôt les Beatles ou les Rolling Stones. Finalement, au fond, tout ce concept venu du monde anglo-saxon a été ce que j'appelle l'élément, je dirais, historico-idéologique de l'influence du lumpenprolétariat. Ensuite, le lumpenprolétariat, bien entendu, s'est modifié, je dirais, a changé de figure en fonction effectivement du changement de la société, et a muté, et passé finalement du loulou de banlieue adepte du rock'n'roll, mettant ses Santiago en première classe dans le RER, au rappeur effectivement des banlieues, où en finalité l'un a transmis le relais à l'autre. Alors, c'est pour ça que, effectivement, le lumpenprolétariat est un concept qui est, je dirais, mutant. Il se développe, il s'affine en fonction des sociétés, et finalement, au fond, on en arrive au point où on peut parler, je dirais, des capitalistes prolétariens. Et bien entendu, dans ce qu'on peut appeler le capitalisme prolétarien, c'est effectivement un livre, parce qu'aujourd'hui on a des ouvrages qui traitent de ce problème-là, si tant est qu'on pourrait parler de problème pour certains, mais finalement au fond, ce capitalisme prolétarien, qui est la réussite de la mise à crédit finalement au fond de la classe ouvrière, ne voient pas finalement qu'ils participent à leur propre oppression, et cela est assez stupéfiant. Alors je vais m'arrêter là, je vais proposer ce premier volet qui mettra en esquisse d'autres volets à venir, où je détaillerai effectivement quelles sont les mutations, quels sont les éléments qui garantissent et qui permettent de comprendre effectivement la mutation du lumpenprolétariat et son développement, voire son changement même historique, éthique, ethnique, excusez-moi du terme, mais restant toujours dans une constante qui est finalement de détruire la vraie réalité, la vraie conscience de classe qui permettrait aux gens de pouvoir se libérer de l'aliénation du capital. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je ne vais pas faire trop long pour ne pas être trop fatigant à écouter, et je vous dis à la prochaine chronique qui effectivement sera une suite sur le lumpenprolétariat. Merci à vous et je vous dis à la prochaine chronique.